Bonjour YouTubers. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment très bien synthétisé de un de mes philosophes préférés, Michel Onfray. Le voici. Alors, c'est tout simplement un livre du cynisme, de Diogène le cynique. Voilà, donc le philosophe dans le tonneau. Alors, je vous lis la petite description en arrière et je fais la synthèse que j'ai faite avec les pages que j'ai surlignées. Alors, les cyniques, point d'interrogation. C'était au 4e siècle avant l'ère chrétienne des individus qui se réclamaient du chien, portaient barbe, besace et bâtons, copulaient en public, faisaient du poisson masturbateur un modèle éthique et pratiquaient le jeu de mots en guise de méthodologie, là où deux qu'un font référence aux idées et aux théories absconses. Ils opposaient le geste, l'humour et l'ironie. Leur nom Antisthenes, Diogène, Cratès ou Hipparchia. Invincés des manuels, desservis dans le langage par une étrange perversion du mot qui les caractérise, ils retrouvent ici droit de citer et donnent la preuve de leur formidable actualité. Alors vraiment intéressante pour vrai. Je suis pas cynique par exemple. Que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau philosophique, mais vraiment une pensée philosophique et une philosophie tout simplement vraiment. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Citation de Nietzsche. Le cynisme est ce qui peut être atteint de plus haut sur la terre. Il faut pour le conquérir les poings les plus hardis et les doigts les plus délicats. Je suis Nietzschean d'ailleurs. Avant-propos. Ok, non. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors évidemment, j'aurais pu souligner beaucoup de phrases, mais j'en ai souligné quelques-unes. Théoriciens, les Cyrénaïques enseignaient que le plaisir est un bien, même s'il vient des choses les plus honteuses. Alors ça, c'est les Cyrénaïques. On parlait des Cyrénaïques. Les Cyrénaïques, par exemple, c'est pas les cyniques, ce sont les hédonistes là, d'Aristippe de Cyrène. Donc, on dit ici le plaisir est un bien, même s'il vient des choses les plus honteuses. Alors, bon, c'est sûr que je pense à la dame qui couchait avec Aristippe de Cyrène. Euh, bon, je sais à quoi il fait référence quand il couchait à une femme, quand il couchait avec une femme, Aristippe de Cyrène, il disait, ben, il y a quelqu'un qui lui a dit, pourquoi couches-tu avec cette femme? Et Aristippe de Cyrène il a dit, écoute, je couche avec cette femme. Par exemple, si tu achètes une maison usagée, tu utilises cette maison. Moi, j'utilise cette femme. Vous comprenez la métaphore? Je suis hédoniste, par exemple, je ferai une petite déconstruction sur cette phrase-là. C'est que, premièrement, je pense qu'on va mettre ça en 3 points. Premièrement, comparer une femme avec une maison, je dirais comparaison n'a pas raison. Hein? Puis aussi, comparer une femme avec une maison, je trouve ça quand même délicat. Deuxièmement, même à l'époque, je crois, en tout cas, que les ITSS, infections transmises sexuellement et par le sang, existaient probablement. Hein, au moins, il y avait de l'hygiène, au moins. Je veux dire, une femme, puis une maison. Oui, il y a de l'hygiène dans une maison, puis dans une femme, où il n'y en a pas. Bon, mais c'est pas tout à fait la même chose, voyez-vous. Donc, bon, il y a un autre propos que je vais même dire par rapport à ça, c'est que là, c'est que, bon, il couchait avec une femme, probablement avec d'autres femmes. Puis d'ailleurs, la femme couchait un peu avec tout le monde. Okay? En mots contemporains, on appellerait ça une salope. Aristippe couchait avec cette salope. Et le monde le jugeait, comme je l'ai dit, il a dit qu'il l'a comparé avec une maison, blablabla. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, par rapport à ça, les couples, il y a une donnée que je trouve très intéressante sur les recherches, notamment, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de résultats scientifiques au niveau des universitaires qui ont prouvé que, en général, bien sûr, en général, ou c'est ça, en général,
En général, les gens avec des bonnes habiletés cognitives ne se séparent pas, en général. Alors, parce que, notamment, les liens de corrélation étaient que quelqu'un avec des bonnes habiletés cognitives est plus stable mentalement. Quelqu'un avec des bonnes habiletés cognitives est plus compréhensif envers l'autre personne, etc. Il y a plein de liens de corrélation. Là. Donc, ça aussi, je trouvais ça intéressant. Bon, revenons à nos moutons. Alors, ici, une phrase. Pour m'inviter à ne faire aucun cas du propos de tel ou tel imbécile, il m'écrivait « Faites comme Démétrius » qui disait des gens sans culture, qu'ils parlent ou qu'ils pètent, c'est la même chose. Ça, c'est quand même intéressant. C'est que, comment je pourrais dire ça? Bon, premièrement, on va se dire que je vais vraiment philosopher. Je vais pas seulement lire le livre, je vais aussi philosopher. D'accord? Alors, je répète, les gens sans culture, qu'ils parlent ou qu'ils pètent, c'est la même chose. Très intéressant. Premièrement, je crois que, contrairement nos racines judéo-chrétiennes, que les hommes sont pas tous égaux. Hein? Je pense que, j'irais même plus loin, hein? Je pense que l'égalité, pas l'égalité des droits, là, l'égalité n'existe pas. Pour diverses raisons, on n'a pas toute la même intelligence, pas toute le même quotient intellectuel, pas toute la même argent de poche, pas toute la même beauté physique. Bon, vous comprenez le genre. Alors, il y a des gens moins intelligents. Bon, des gens avec moins de culture, par exemple. Ces gens-là, bon, avoir moins de culture, c'est une affaire, mais dans ce cas-là, ce qui serait intéressant, c'est quelqu'un qui est vraiment là, un petit peu imbécile, là, parce que je crois que le mot imbécile n'existe pas pour rien, parce qu'il y en existe des imbéciles. Quand un imbécile te parle, faut que tu prennes en compte que si il parle ou si il pète, ça devrait pas avoir en réalité plus de signification pour toi. Je sais pas si vous comprenez la comparaison de... Ça devrait être... Je crois que c'est Diogène. Non, c'est un cynique qui s'appelle Démétrius. Alors, c'est ça. Qu'il parle ou qu'il pète, c'est la même chose. Vous comprenez? Fait que faut pas que ça vous affecte, par exemple, si vous insulte ou si vous explique une niaiserie ou une connerie. Faut pas que ça vous affecte quand quelqu'un que vous savez qui est imbécile. Voilà. Je pense que c'est clair. Fait qu'on va passer à une autre phrase. Non? Bon, il y a un petit contexte. Or, Émile Breillet développe une idée extrêmement intéressante sur ce sujet. Loin des soucis d'école et de filiation sur les précurseurs et la quête des sources, il affirme « C'est toujours en histoire de la philosophie ou aux efforts intellectuels des individus qu'il faut en revenir. On y chercherait vainement des types de systèmes, sortes de concepts fixes et rigides qu'il serait à prendre ou à laisser, et qui se succéderaient selon un rythme défini. Seule existe la pensée individuelle, recevant des influences d'autres pensées individuelles et agissant sur les autres pensées encore. » Vous comprenez? Voilà. Je pense qu'on n'est même pas encore... Ok, là vraiment, là, on rentre dans le vraiment dans le cynisme. Bon, ça c'est une information, puis je trouve ça quand même rigolo et intéressant, c'est que Diogène, le cynique, était un zoophile confirmé et clochard de luxe. Donc, une sorte de dionysiaque. En fait, c'est un genre de Dionysos, le Diogène, qui était zoophile. D'ailleurs, il faisait l'amour avec des chiens. Vraiment un être qui, en bon québécois, s'en foutait, hein, complètement. Et il n'avait rien à faire. Et vraiment, le cynisme, là, c'est vraiment, en un mot, c'est je suis un être humain, je vis selon la nature. Et ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. C'est vraiment la vie la plus simple possible. C'est je vis selon la nature, ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. J'ai en réalité rien à foutre de la vie en général. Je vis ma vie, je jouis, that's it, that's all. Vous comprenez? C'est vraiment keep it simple. C'est vraiment simple. Ainsi, à des badauds qui le traitaient de chien pour ses pratiques alimentaires exhibitionnistes, il rétorqua à Diogène, et bien sûr le monde qui parlait à Diogène, il rétorqua, donc Diogène rétorqua, c'est plutôt vous les chiens, puisque vous m'entourez pendant que je mange.
Je trouvais ça intéressant, je l'avais souligné. C'est comme, laissez-le en paix, c'est vous autres les chiens qui sont comme des animaux pendant qu'ils mangent, tandis que des êtres humains, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre avec leur liberté individuelle d'aller regarder quelqu'un manger, fouiner comme un chien avec leur nez, se mettre le nez autour de lui. Vous comprenez ce que Diogène avait voulu dire. Ainsi, rencontrant dans la rue un homme au menton rasé, Diogène lui aurait dit « Aurais-tu donc à reprocher à la nature d'avoir fait de toi un homme et non une femme ?» On est en 2018, les mœurs ont changé, etc. Mais la barbe, il y en a certains qui sont comme ça. Bon, il y a l'armée notamment, il faut pas avoir de barbe, mais je parle pas de l'armée, je parle vraiment, il y en a vraiment dans la société, là, peu importe. Là, par exemple, mon père qui dit « Rase-toi, faut que tu te rases, faut que tu te rases. » C'est-à-dire que, bon, des fois, j'ai des petits poils, là, c'est correct, faut avoir une hygiène, là. Mais vraiment, une vraie barbe, là, mettons, tu te la laisses pousser, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te la laisses pousser, puis tu dis au monde, je vais avoir une vraie barbe. De philosophe, par exemple. Puis la personne, pourquoi tu une barbe, puis pourquoi tu une barbe? Mais à la base, au niveau naturel, l'homme a les cheveux longs et une longue barbe. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un veut avoir une longue barbe et des cheveux longs, tant qu'il reste dans une certaine hygiène, qu'il ait cette barbe et qu'il ait ses cheveux longs parce que on est comme ça par nature. Ça, c'est plus un point subjectif, vous comprenez. Mais le cynisme, comme Diogène le dit, c'est d'être selon la nature. Donc, avoir une barbe, c'est par définition naturel chez un homme avec de la testostérone, etc. La maîtrise est la vertu première. Le sage doit montrer qu'il dépasse l'événement et qu'il ne se fait pas dépasser par lui. Le sage dépasse l'événement et il ne se fait pas dépasser par l'événement. Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire premièrement que le sage a un certain contrôle dans cet événement-là, parce qu'il est au-dessus de cet événement-là. Il a le contrôle, il a la sagesse, il a l'aspect inébranlable de la sagesse sur les événements. Si les événements sont par-dessus toi, c'est que les événements te dominent, et là tu capotes, là tu perds de ta sagesse, tandis que vraiment le cynisme, c'est la philosophie sans doute la plus radicale dans le sens de s'en foutre, là, de vraiment de contrôler les événements et de même pas s'en faire avec ça. Alors, j'espère que je suis clair dans mes propos, mais avoir le contrôle sur les événements, disons, avoir le... J'ai comme une métaphore, mais je veux pas que ça soit de la merde, mais être en haut de la pyramide de Maslow, disons, et contrôler par accomplissement les événements de notre vie. Et qu'à ce que on soit pas en bas de la pyramide de Maslow puis qu'il y ait des affaires à franchir ou par contre il y a des événements justement puis que les événements nous dominent puis on capote puis on n'est vraiment pas dans une saine habitude de vie au sens où on reste on reste tranquille et tout ça. Donc on doit contrôler les événements, être au-dessus des événements, regarder, être dans le moment présent. Donc c'est en partie ça que Diogène voulait dire. Le philosophe, c'est celui qui, dans la simplicité, voire le dénuement, met de la pensée dans sa vie, et sa vie dans la... Oh, pardon. Ah, ça me pique dans le nez, là. Bon, je répète. Le philosophe, c'est celui qui, dans la simplicité, voire le dénuement, met de la pensée dans sa vie, et sa vie dans sa pensée. Le philosophe met la pensée dans sa vie, et sa vie dans sa pensée. Et sa vie dans sa pensée. Alors, effectivement, en vivant, on pense. Et le philosophe, vraiment, par définition, le philosophe pense sa vie. Et surtout, il doit vivre sa pensée. Mais une fois qu'il a vécu sa pensée, comme dirait Diogène, il repense encore. Il pense encore sa vie, il revit encore sa pensée. Puis ça va probablement souvent en s'améliorant. Alors c'est une grande partie du devoir du philosophe, avec la recherche de la vérité et d'autres choses.
À qui s'étonne de pareils propos et croit bon de faire remarquer que, selon lui, il y a beaucoup de gens heureux. Le cynique répond, je crois au contraire que seul est libre celui qui n'a rien à espérer, ni rien à craindre. Ah, ça c'est intéressant. Le sage est celui qui n'a rien à espérer et rien à craindre. Ça c'est très intéressant. Ça me pousse à dire la fameuse phrase de André Comte-Sponville, qui est, selon moi, une des phrases les plus fondamentales de la philosophie. C'est que si, par exemple, le philosophe ou n'importe qui, veut se rapprocher de la sagesse, il doit craindre et désirer un peu moins, et aimer et agir un peu plus dans sa vie quotidienne. De cette manière, l'individu en tant que tel va davantage, tranquillement, mais sûrement, plus s'approcher de la sagesse. Donc ça, c'est intéressant. Antistein, c'est le premier cynique. Antistein et les cyniques visent la vertu dans les meilleurs délais. Pas question d'une voie longue pour accéder à la sagesse. La vie est trop brève. La sagesse est urgente. Très, très, très intéressant. Parce que y a beaucoup de philosophes, puis je suis d'accord avec eux, que la sagesse est un long processus. D'ailleurs, à la limite, à mon âge, par exemple, 19 ans, je ne peux pas être sage. J'y crois, parce que ça prend, la sagesse, c'est aussi de l'expérience, c'est aussi des connaissances. La sagesse, c'est vraiment un long travail. Par contre, on peut être d'une certaine sagesse ou tendre vers une certaine sagesse, même à mon âge. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Diogène dit, avec Antistein et les autres cyniques, que la vie est trop brève. Fait qu'on, vraiment, là, il y a quand même possibilité de vraiment tendre vers la sagesse de beaucoup quand même dans une vie, parce que cette sagesse, elle est quand même urgente pour le bonheur, pour vivre une belle vie, ou par exemple, comme dirait les Aristippe de Cyrène, du coup, si je fais un lien avec les hédonistes, vivre de telle manière que l'on voudra toujours revivre ainsi. Ça peut être quand même possible. Alors, la sagesse est une urgence pour les cyniques. La bile cynique est investie dans la méthodologie et se fait arme contre le bovarisme. Dès lors, à ceux qui lui disaient que vivre est un mal, Diogène pouvait répondre non pas vivre, mais mal vivre. Ça, c'est intéressant encore. Effectivement, c'est pas vivre qui est un mal en soi, c'est mal vivre. Quelle est la discipline pour vivre mieux? Philosophie. Philosophie. Alors, tout simplement, la philosophie nous apprend à vivre mieux. Tout simplement l'allusion que Diogène voulait me faire. Là, c'est sûr, je pourrais aller dans n'importe quelle branche de la philosophie, là, mais... le nihilisme esthétique de Diogène se double donc d'un volontarisme ardu. L'attitude spectaculaire n'a de sens que si elle est complétée par une ardeur à l'action et à la seule instance qui mérite le travail du style, l'existence. Il faut lire dans cet esprit la phrase des Essais dans laquelle Montaigne dit « Composer nos mœurs et nos offices, non pas composer des livres et gagner, non pas des batailles et provinces, mais l'ordre et tranquillité à notre conduite. » L'ordre et tranquillité à notre conduite. Ça aussi, c'est de la sagesse. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. Toute autre chose, régner, thésauriser, bâtir, n'en sont qu'appendicules et aminicules pour le plus. Vraiment profond comme pensée. En marge, ces étranges activités sont laissées pour compte, vraisemblablement parce qu'elles mettent en scène trop de fêtes, de folie, de déraison et de plaisir. Donc ça, c'est tout simplement, l'excès dionysiaque qu'on ne doit pas trop avoir. Le délire est l'ennemi du philosophe qui ne perd aucune occasion de le conjurer par la raison, l'ordre, la symétrie
ou le système. Ça, c'est vraiment, là, c'est encore la sagesse. Les cyniques jouissent, jubilent. Du moins, c'est leur finalité. Mais il faut quand même pas être con. Diogène n'était quand même pas con, n'était quand même pas imbécile, n'était quand même pas stupide. Il y a quand même une limite à cette jubilation naturelle. Le délire est l'ennemi du philosophe. Vous savez c'est quoi du délire? Par exemple, avec Freud, on a le moi, on a le surmoi, on a le ça. Je nomme un chiffre, c'est pas scientifique du tout. D'ailleurs, je dirais même, vous décidez votre chiffre. Mais c'est pour nous aider à penser. Dans notre vie, il y a le moi qui est nous. Bon. Le surmoi, qui contrôle justement, qui met l'ordre, qui met la discipline, la volonté, la régularité, qui fait en sorte qu'on notre propre parent. Bon. 80% de surmoi, 20% de ça. La vie devrait ressembler à ça. Après, est-ce qu'il y en a qui disent non, moi, c'est 90% de surmoi et 10% de ça. Il y en a qui vont dire non, moi, c'est 65% de surmoi, 45% de ça. Moi, je vis pour avoir du plaisir. C'est correct. Mais, disons, 80% de surmoi et 20% de ça. Du moins, c'est ma définition de l'équilibre entre vie, disons, sérieuse et équilibrée avec un ordre pour avoir un certain sens, une certaine discipline. Bon, comprenez? Et le 20% qui est pour s'amuser avec ses amis, boire de l'alcool, etc. Mais c'est ça. Diogène, ce qu'il dit, c'est de ne pas être trop dionysiaque non plus. OK? Donc, le délire est l'ennemi du philosophe qui ne perd aucune occasion de le conjurer par la raison, par l'ordre, la symétrie ou le système même de la propre personne. Ça, c'est important. Ça prend un certain ordre, quand même. Alors, vous voyez, les cyniques ne sont pas quand même des animaux qui veulent seulement jouir non plus, là. Okay? C'est pas des dionysiaques purs non plus. Alors, commencez par un perfectionnement de soi. S'occuper avec plus d'ardeur des poutres qui nous aveuglent que des pailles d'autrui. S'occuper avec plus d'ardeur des poutres qui nous aveuglent que des pailles d'autrui. S'occuper davantage de nos maux qui nous briment vraiment la vie à soi que les petites crottes de nez que autrui nous envoie, que les autres nous envoient. Vous comprenez? Donc c'est vraiment un travail de soi qui nous brime plus qu'autrui normalement. Le premier travail est de purification, se défaire de ses défauts. Bon, premièrement, c'est du coup la phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Et ensuite, quand tu te connais toi-même, c'est vraiment là que commence la réelle philosophie. D'ailleurs, non, c'est pas vrai. Dans le processus de s'auto-connaître, c'est quand même une certaine philosophie. Mais se connaître soi-même, parce que oui, bon, on va jamais se connaître assez. Mais on peut se connaître beaucoup. Moi, je me connais beaucoup. Une fois qu'on se connaît beaucoup, alors on se défait de ses défauts. Parce qu'on les connaît, on est censé les connaître, ces défauts, quand on se connaît. On les défait, ces défauts. Et en défaisant ces défauts, on fait plus le bien. Et du coup, on améliore notre vie et la vie d'autrui. C'est ce que Diogène voulait dire. On va trouver une petite page que j'avais surlignée. Un petit bout que j'avais pas surligné. Le voile de l'illusion ainsi dissipé, les cyniques peuvent creuser plus profond. Alors qu'ils l'effleuraient avec l'ironie, ils vont fouiller profondément le sous-sol de notre civilisation pour s'attaquer aux fondations et aux tabous. Ça, là, c'est vraiment le côté que je vais travailler durant ma vie. Je répète la petite phrase. Les cyniques vont fouiller profondément le sous-sol de notre civilisation pour s'attaquer aux fondations et aux tabous. Bon, par exemple, on va mettre ça actuellement. Les fondations, ça serait certaines, par exemple, lois zélées. Certaines mœurs, par exemple, dans notre civilisation judéo-chrétienne. On la critique. On critique ces fondations de notre civilisation-là.
C'est ce que Diogène disait. Et les tabous. La drogue, c'est quand même un peu un tabou encore, la drogue. La drogue, même le cannabis, c'est encore un tabou. Les antidépresseurs sont un tabou. Écoutez, l'homosexualité est encore un tabou. Même l'intelligence est un très très gros tabou. Quotient intellectuel, du coup, est un tabou. Il y a beaucoup de tabous. Casser ces tabous-là. C'est-à-dire, si la science dit quelque chose, c'est la vérité, la meilleure vérité du moins qu'on peut avoir, alors on dit ça. Si la culture populaire dit on est tous intelligents pareil, on est tous égaux au niveau intellectuel, des niaiseries comme ça, peu importe quel tabou, les antidépresseurs c'est de la merde, tu te bases sur quoi? Casser les tabous, c'est ce que les cyniques faisaient entre autres, et c'est ce que je vais faire moi-même, et c'est ce que les philosophes, et même les scientifiques, ils le font, mais ils devraient le faire encore plus, casser les tabous. Les tabous, là, c'est de la bullshit. Vraiment, là, tabou, là, complètement ridicule. Vraiment, du préjugé, du jugement, ça fait des généralisations, ça fait des stéréotypes. C'est complètement absurde, c'est complètement con, les tabous. Vraiment, casser les tabous, ça, c'est quelque chose là que je suis vraiment content d'avoir lu présentement. Prendre ça et casser les tabous. Quitte à faire comme Nietzsche, hein, philosophe du marteau, casser les tabous à place de déconstruire ses idoles. Vous comprenez? Alors, au lieu de manger sa mère, Diogène proposait qu'on la mît plutôt dans son lit. L'inceste est en effet parmi les goûts de notre sage. Alors Diogène, comme je l'ai dit, en avait complètement rien à foutre, alors faisait de l'inceste. Je suis pas sûr de vraiment comprendre ce bout-là. Là. Au lieu de manger sa mère, Diogène proposait qu'on la mît plutôt dans son lit. Ça me mêle un peu. Mais en tout cas, on sait que l'inceste était parmi les goûts de notre sage. Ça on le sait. Voilà, c'est vraiment, c'est un atypique, c'est un marginal profond, un être les plus marginal que jamais existé un être marginal, je veux dire que quand même sa tête vraiment quelqu'un d'intelligent, mais qui est vraiment marginal, c'est sans doute un des plus marginaux des êtres humains qui ont jamais existé. Je vous donne des exemples justement. Manger de la viande crue, de la chair humaine, légitimer l'inceste et se moquer du devenir charogne de son corps après la mort. Diogène ne pouvait frapper plus brutalement le social dans ses certitudes les plus consensuelles. Provocation la plus radicale possible, Diogène se fout de la culture populaire. Vous comprenez? Des normes, là, des normes que l'on doit respecter. De manière vraiment, pour mieux vous expliquer, exemple, là, Diogène, si je vous donne un exemple, serait celui aujourd'hui qui viendrait s'assurer, probablement avec un gilet déchiré, bon, ou en bédaine, il arriverait au restaurant, et la madame lui mettrait sa nourriture, il pognerait les ustensiles, il mettrait ça à côté, il prendrait ses mains, il mangerait ça. Vous comprenez le style? C'est, je m'appelle Diogène le cynique, puis les tabous, la norme sociale, la culture populaire, la norme du petit bourgeois, et on doit faire ci, on doit faire ça. Diogène n'en a rien à cirer. Vraiment, là. Vraiment, il veut provoquer ça, vraiment. Puis ça, c'est un côté très intéressant que j'adore de Diogène. Le cynique, c'est le petit étage. C'est quoi donc? Les bonnes manières, par exemple, lui, là, ça n'existe pas dans sa tête. Puis c'est une vision du monde pas aussi extrémiste que lui, mais à nuancer peut-être, par exemple, dans les bonnes manières, sortir du zèle, par exemple, des bonnes manières et de la petite bourgeoisie, qui est justement dans nos fondations, ça, c'est très intéressant. Je pose, mettons, par exemple, de ma subjectivité, je serais pas comme Diogène, mais vraiment, il y a des petites niaiseries de tétage, là, de bourgeois, que je passerai à côté de ça. Alors, c'est intéressant. On sait que la culpabilité et la mauvaise conscience se répondent en écho. La résolution de l'antinomie dans le sens du plaisir enlève toute condition de possibilité même au malaise. Je répète,
La résolution de l'antinomie dans le sens du plaisir enlève toute condition de possibilité, même au malaise. À cet effet, on sait que Diogène ne répugnait pas. Pardon. Pardon, ok. On va reprendre ça. Ouais, à vos souhaits, comme on m'aurait dit. À cet effet, on sait que Diogène ne répugnait pas à la masturbation en public, pas plus qu'Hipparchia à l'accouplement dans les rues. Alors, Diogène se masturbait en public plusieurs fois, là, et quand je vous dis qu'il n'avait rien à foutre, là, c'est pas j'en ai rien à foutre à dire avec sa bouche, là. C'est vraiment rien à foutre. Normes sociales, rien à foutre. Il n'y a rien à foutre de la société comme telle. Le cynisme profond, le vrai cynisme. Il se masturbait en public, puis Hipparchia d'ailleurs couchait avec Diogène. Une fois, Diogène et Hipparchia étaient... Non, je pense que je vais plugger mon ordinateur. Diogène et Hipparchia étaient dans une sorte de tente, hein, et faisaient l'amour, bon. Alors que Diogène, pour provoquer les citoyens d'Athènes, a levé la toile de la tente et le monde criait, puis le monde capotait. Bon, ils font l'amour. Mais vous voyez, c'est pas de faire le con, c'est aussi parce que Diogène voulait montrer profondément que ce qu'il y a de plus naturel chez l'être humain, c'est bien de faire l'amour. Par définition, faire l'amour, ça fait en sorte que, bon, vous savez, le sperme, l'ovule, puis si on est dans la bonne période, on aura des enfants. Donc, faire l'amour, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et Diogène, ce n'est pas de s'attacher aux normes sociales et comme je vous ai dit, aux bonnes manières, aux petits bourgeois, puis aux petits étages, puis aux petits ailes, puis il faut respecter les lois. Lui, c'est la nature. C'est ça qui l'intéresse, c'est la nature. Alors, faire l'amour, se masturber en public, d'ailleurs, Hipparchia, comme je viens de le lire, faisait l'amour aussi n'importe où, hein. C'était une cynique aussi, elle s'en foutait. C'est ça. Alors, la nature, c'est tout ce qui intéresse les cyniques. Avec la sagesse, bien sûr. Le cynique augmente les jouissances parce qu'il quête le plaisir là où il est, sans autre obligation éthique que celle qui le concerne. Alors, effectivement, c'est sûr que dans le cynisme, il y a une certaine jouissance individuelle. D'accord? Je vais jouir, je veux pas vraiment nuire à ton bonheur vraiment profondément, mais je vais jouir, par exemple, si je veux Diogène se masturber en public, il le faisait. Si ça pourrissait ton bonheur, bon, pourrir un bonheur, quelqu'un qui se masturbe en public, aujourd'hui, ça n'a aucun sens, mais il le faisait. Il le faisait, mais ce que je veux dire, c'est que les cyniques jouissaient, mais sans aucune limite, dans le sens qu'ils ne voulaient pas nécessairement jouir et faire jouir les autres. Ils voulaient jouir pour eux et leur propre nature. Travaillant à la force du vouloir au volontarisme esthétique, il sait que la fin de toute activité philosophique est le bonheur, la sagesse. Évidemment. Alors, vous comprenez que, avec les explications que j'ai données, s'il faut se masturber, si Diogène et Hipparchia faisaient l'amour en public, et se masturbaient en public, faut croire que le petit ça, là, si j'y reviens tantôt, la petite conscience, pas notre petite conscience, mais notre côté qui veut s'amuser, notre petit côté dionysiaque à travers notre être, eux autres, les cyniques se font aucune limite, là. Quand ils se masturbent en public, je veux dire, en 2018, ils se masturberaient encore en public, là. Vous comprenez? Alors, aucune limite au niveau de la jouissance. Aucune limite au niveau de la recherche du bonheur. Vraiment rien à foutre de ce que les autres pensent. Le cynisme. Alors, il n'espère plus, donc il se réjouit et va serein se disant, un homme de bien ne voit-il pas dans chaque jour une fête? Du cynisme encore.
Le même Plutarque auquel on doit ce dernier mot de Diogène disait aussi de Cratère qu'il passa sa vie à rire et à s'amuser comme un jour de fête. Alors, d'une certaine manière, ou je dis d'une certaine manière, mais évidemment, les cyniques, c'est comme faire la fête à tous les jours. C'est vraiment un côté dionysiaque, là, encore pire que le nietzschéisme ou encore pire que l'hédonisme ou beaucoup pire que l'épicurisme. Là. Vraiment, chaque jour est une journée de fête et on n'en a rien à foutre. C'est le cynisme. Peut-être que ça va plaire à quelques-uns qui regardent mes vidéos. Hein. Peut-être que il y a certains qui vont se convertir au cynisme, au sens philosophique, bien sûr. De l'imperfection du réel comme démonstration d'un univers vide de Dieu, il disait « Le succès et la bonne fortune des gens malhonnêtes réduisent à l'absurde toute la puissance et la force des dieux. » Alors, évidemment, les cyniques, la jouissance par l'argent, puis le gros, disons, un certain narcissisme, puis la gloire, puis vraiment, encore une fois, les cyniques n'en ont rien à cirer. Vraiment, là, ils disent que ça réduise l'argent, puis la richesse, la gloire, etc., réduisent à l'absurde toute la puissance et la force de justement les autres qui jouissent de ça. Ils disent des dieux aussi. Alors, c'est rien pour vous donner une idée. Bon. J'essaie de trouver le contexte. Peu importe. Diogène ajoutait que pour bien vivre, il fallait disposer d'une raison droite et d'une corde pour se pendre. Pardon. Pas et ou, hein. Diogène dit pour bien vivre, il fallait disposer. Là, il parlait au passé, là, mais je vais le dire au présent. Pour bien vivre, il faut disposer d'une raison droite, une bonne rationalité, une bonne équilibre de vie, etc. Ou d'une corde pour se pendre. Tragique, hein? Mais j'y ai déjà pensé à ça. Non, mais pas que je voulais vraiment me pendre, mais j'ai dit métaphoriquement. Tant qu'à vivre tout croche, puis vivre tout mal, puis vivre dans le désordre, je parle pour moi, il y en a qui aiment probablement ça, vivre dans le désordre, c'est pas mon cas. Vivre comme je sais pas, là, pas aimer sa vie, etc. Puis pas parce que, à cause des autres, à cause de toi, là, à cause que toi, ta raison est fuckée, puis tu fais le con, etc. C'est que, tant qu'à vivre, là, vraiment, aussi bien vivre, où tu te pends. Comprenez? C'est tragique, mais là, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Diogène, mais moi, je l'utilisais plus au niveau métaphorique, parce que le suicide, c'est la chose la plus absurde, après tuer des êtres humains, par exemple, ou détruire la planète au complet, ou bon. Mais, vous comprenez ce que Diogène voulait dire? Tant qu'à vivre, aussi bien de bien vivre, sinon, pourquoi vivre? C'est un peu ça, la question philosophique. Alors, bien vivre. L'anecdote est aujourd'hui célèbre. Elle est parmi les 2 ou 3 qui ont fait sa réputation. Diogène lézarde au soleil de Corinthe, auprès de Cranion, quand Alexandre le Grand l'aborde et lui dit, grand Seigneur, demande-moi ce que tu veux. Alexandre le Grand dit à Diogène, là, ils ont mis 3 petits points, mais moi je vais aller dire l'histoire parce que je la sais. Alors, voilà, Diogène est assis, et exploite le soleil, il se fait bronzer, bon, il est en train de relaxer, en sage, et Alexandre le Grand vient le voir. D'ailleurs, pour moi, c'est un philosophe, mais c'est aussi un sage, Diogène, hein. Pour beaucoup, c'est un philosophe. Pour moi, c'est à la fois un philosophe et à la fois un sage. D'ailleurs, je dirais peut-être plus sage que philosophe. Mais en tout cas, Alexandre le Grand va voir Diogène. Et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Un palais, des femmes, de l'argent, de la richesse, des vêtements, des sandales à te mettre d'un pied. Vraiment, tout ce que tu veux et je te le donnerai. Alors, Diogène se lève la tête très tranquillement vers Alexandre le Grand et demande à Alexandre le Grand, en fait, ne demande pas, mais dit à Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil. Vraiment impressionnant. La première fois que j'ai entendu cette phrase-là,
c'était... Et vraiment, d'une manière très, très, très authentique. Ôte-toi de mon soleil. Le cynique n'en a rien à foutre de la grande personne, comme je vous ai dit tantôt, de la grande personne, le Alexandre dit le grand, le Alexandre qui a tué plein d'êtres humains, le Alexandre riche, le Alexandre qui a fait, je crois, je suis pas sûr, mais la deuxième plus grande empire au monde, si ce n'est pas la première, je veux pas dire des conneries, mais Alexandre arrive et Diogène lui dit, ô toi de mon soleil, c'est la nature, c'est le soleil, c'est ce qui intéresse le cynique, encore une fois. Alexandre lui demandant pourquoi on l'appelait chien, encore Alexandre avec Diogène. Diogène répond, je caresse en remuant la queue ceux qui me donnent quelque chose. Avec beaucoup d'ironie et d'humoristique, d'humour, pardon. J'aboie contre ceux qui ne me donnent rien et je mords les mécréants. Alors, les cyniques n'ont pas de limite. Vous comprenez quand je dis qu'ils n'ont pas de limite? Alors, je caresse en remuant la queue ceux qui me donnent quelque chose, comme un chien. J'aboie contre ceux qui me donnent rien. Eux qui leur donnent rien, ils piquent, ils provoquent un peu. Et je mords les mécréants. Alors, les mécréants, il va y avoir une opposition. Ok, vraiment... Diogène, au sens métaphorique, va les mordre, va les insulter ou peu importe. Vous comprenez? Alors, une autre fois qu'il testait auprès du cynique la crainte qu'il inspirait, Alexandre en fut pour ses frais quand Diogène lui rétorqua qu'il ne saurait le craindre puisqu'il ne pouvait être qu'un bien et qu'on ne peut craindre le bien. Alors, Alexandre, mais attendez, je vais rien que savoir si... Une autre fois qu'il testait auprès du cynique la crainte qu'il inspirait, Alexandre en fut pour ses frais quand Diogène rétorqua qu'il ne saurait le craindre puisqu'il ne pouvait être qu'un bien et qu'on ne peut craindre le bien. D'accord. C'est bon, il n'y a pas vraiment quelque chose de si intéressant que ça là-dedans. Là. Plus loin, il est vrai qu'en matière de bravoure, Diogène avait fait fort dès la première rencontre remportée par Dion. Il aurait en effet demandé à Brûle-Pourpoint à l'empereur, tu es bien cet Alexandre dont dit qu'il est un bâtard? Vous voyez, Diogène dit à Alexandre, vous êtes bien ce Alexandre dont dit qu'il est un bâtard. C'est vraiment rien à foutre au niveau de la hiérarchie. Alexandre, c'est vraiment l'empereur, tout ça. Bon, un homme de culture, un homme riche. Diogène, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est la philosophie du cynisme. Il n'a rien à foutre d'Alexandre, il le traite de bâtard. Diogène va jusqu'à comparer la tiare du souverain à une crête de coq et lui conseille de pratiquer la philosophie avant toute chose. Bon, la crête de coq à Alexandre, métaphoriquement encore. N'est-ce pas, pauvre fou, finit-il par lui dire, de gouverner avant d'avoir appris à penser. Alors, Diogène, encore une fois, ne mange pas ses mots. Donc, c'est ça, Diogène dit encore à Alexandre, il parle, plus tard encore parler à Alexandre, il dit, n'est-ce pas, pauvre fou, finit-il par lui dire, de gouverner avant d'avoir appris à penser. Hein? On pourrait un peu dire ça aux gens aujourd'hui en politique. Bon, en restant respectueux, bien sûr, mais faut savoir à penser avant d'être capable de gouverner. C'est ce que Diogène a tout simplement dit à Alexandre en lui traitant de fou. Plus que jamais, la tâche du philosophe est de résistance. Plus que jamais, elle exige l'insurrection et la rébellion. Plus que jamais, elle se doit d'incarner les vertus de l'insoumission. Le sage est au-dessus des événements. Le sage a une certaine liberté, voire qu'il est pratiquement, quasiment et totalement libre parce qu'il est un insoumis. Et c'est ce que Diogène nous pousse, du moins si la sagesse vous intéresse, à être. La formule ne plus guère, et Diogène commenta, il revient aux boucs et non aux hommes de combattre pour une couronne. Alors, bon, dans un système, les gens se battent pour le pouvoir. Mais, par réflexion, il lui dit, les gens se combattent pour aller au pouvoir.
Mais qui se combat vraiment pour aller au pouvoir? D'une manière brutale, comme à la Grèce antique. Ce sont les animaux. Ce sont les animaux qui se battent pour le pouvoir. Alors, Diogène critique les gens qui veulent aller au pouvoir vraiment d'une manière brutale, quitte à se fesser sur la gueule, etc. Voilà. À notre époque, les cyniques se seraient réjouis de pouvoir lire le droit à la paresse qui ne cesse de montrer le travail comme la suprême aliénation. On peut y lire, sous la plume de Paul Lafargue, une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et morales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Alors, bon, les cyniques, je crois qu'ils se moquaient un peu du travail forcené. Alors, c'est pourquoi on disait plus loin que les cyniques seraient réjouis de lire le texte qui finalement dit que les gens vraiment sont dans le capitalisme individuel et non amoral. Les cyniques seraient réjouis de voir qu'il y a eu un texte qui disait que le travail n'est pas le sens de la vie et que, bon, il n'y a pas juste ça dans la vie, contrairement à notre société capitaliste, c'est aujourd'hui quasiment hyper libéral. Alors, une autre phrase. Au fond, on sent aujourd'hui à la vue du travail, on vise toujours sous le nom le dur labeur du matin au soir, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût, de l'indépendance. Non, contrôler la raison, les désirs et le goût à l'indépendance. Donc, du coup, contrôler notre certaine indépendance. Nietzsche donne même... Ok, il y a un petit contexte, je crois. Ainsi, une société où l'on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité. Et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. Est-il besoin d'ajouter quelque que ce soit? Le loisir est seul capable de fonctionner comme un concept opératoire à partir duquel on peut distinguer l'homme libre du serf. Nietzsche donne même la formule. Très intéressante. C'est la formule que que j'aime le plus sur la liberté. Alors, je vais du coup dire 2 formules que je vais déconstruire, à laquelle je suis pas d'accord. Alors, la première formule de Thoreau, le philosophe Thoreau, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Oui, mais qui ne sert pas sur cette planète? Tout le monde sert. Si on veut philosopher, c'est pour apprendre à vivre. Et si c'est pour apprendre à vivre, c'est pour justement que la philosophie, idéalement, personnellement, subjectivement, que cette philosophie ne s'applique pas seulement qu'à moi, mais aux autres. Alors, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Qui ne sert vraiment plus à part, par exemple, Michel Onfray? Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a les patrons, mais tous les autres doivent servir. On est d'une société capitaliste. Il y a une autre phrase, ça je me souviens plus le nom du philosophe, mais bon, ce n'est pas grave, je n'irai pas le chercher sur internet, mais le philosophe disait si Dieu est mort, tout est permis. Bon, comprenez, quand Nietzsche dit Dieu est mort, je ne crois pas que tout est permis. Vraiment loin de ça, je n'aime pas cette définition d'une certaine liberté a posteriori de la mort de Dieu. Mais cette formule ici de Nietzsche, je suis nietzschéen et j'adore la formule de la liberté de Nietzsche, parce que c'est une sorte de formule de la liberté. Nietzsche dit ceci: celui qui ne dispose pas des 2/3 de sa journée pour lui-même est un esclave, un soumis. C'est-à-dire que, de manière concrète, si tu n'as pas, d'accord, 16 heures pour toi, dormir, manger, faire ce que tu aimes pour toi, vous comprenez, si tu n'as pas 16 heures pour toi, tu es un esclave.
Tu es quelqu'un de soumis, tu n'es pas quelqu'un de libre. Donc, je répète la phrase. Celui qui dispose pas des 2 tiers de sa journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut. Politique, marchand, fonctionnaire, érudit, etc., etc. Peu importe les métiers. Tu dois avoir 2 tiers de ta journée pour toi. Bon, du coup, 2 tiers de ta vie pour toi. Ou du moins ce que tu aimes. Vous comprenez? Pour toi, ça veut dire ce que tu aimes faire, etc., ta famille. Bon. Le cynique se moque de la consommation qui légitime l'esclavage contemporain. Selon lui, celui qui place son intérêt dans les biens de ce monde et qui restreint la puissance de sa sagesse et de son intelligence à ces choses viles et finies n'est pas un sage, mais il ressemble aux bêtes qui se plaisent dans la boue. La richesse d'un philosophe, c'est sa maîtrise et sa puissance sur lui-même. Rien de tout cela chez Diogène qui faisait la manche sans vergogne et affirmait que l'amour de l'argent est la métropole de tous les maux. Intéressant. Comme j'ai dit, l'argent, vraiment, encore pire que les chrétiens, il dit que c'est la métropole de tous les maux. Bon. Vraiment radical. J'ai rien à rajouter là-dessus, vous comprenez. La pauvreté est même une vertu dans l'économie cynique. Un peu comme les chrétiens. Du moins au niveau théorique, dans la Bible. Elle permet d'accéder plus rapidement au détachement nécessaire aux philosophes. La vertu, disait Diogène, ne saurait habiter dans une ville ni une maison riche. Voilà son point de vue sur la richesse. Le nécessaire suffit bien. Désirer ce qu'on peut s'offrir, c'est cheminer vers le bonheur. Celle-là, je la répète 2 fois. Le nécessaire suffit bien. Désirer ce qu'on peut s'offrir, c'est cheminer vers le bonheur. Désirer ce que l'on peut s'offrir, c'est cheminer vers le bonheur. J'ai rien à rajouter là-dessus. En aparté, mais assez fort pour qu'on l'entende, qu'on imagine l'effet théâtral. Diogène dit, n'a-t-il donc pas honte de posséder tant de choses et de ne pas se posséder lui-même? Ah, ça là, ça m'a... J'ai les frissons sur les bras, je vous le dis là. N'a-t-il pas honte de posséder tant de choses et de ne pas se posséder lui-même? Se posséder lui-même. Se connaître et se posséder par une sagesse, évidemment. Avoir tant de biens matériels, tant de désirs pour créer d'autres désirs pour avoir d'autres choses matérielles, d'autres matières qui est dans un monde à laquelle tout ça va rien changer parce que tu vas finir par mourir. C'est clair, il ne se possède pas lui-même, il ne prend même pas soin de lui, il n'est pas sage, mais il est riche, il a de la matière, peu importe, de l'argent, et bon, c'est ce que Diogène dit, il ne se possède pas lui-même. Alors, la sagesse pour lui, c'est de se posséder, se connaître, être sage, etc. Quelques-uns lui avouaient leur dégoût des femmes vénales. Il ajoutait alors qu'il ne trouvait pas déplacé de voyager à bord d'un navire sur lequel plusieurs autres ont déjà navigué. Même métaphore que Aristippe de Cyrène. Vous avez compris? Je ne veux pas répéter, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que lui, ça ne lui dérange pas de coucher avec peu importe quelle femme, de la même manière que ça lui dérange pas de rentrer dans un bateau à laquelle beaucoup de matelots et beaucoup de villageois ont déjà entré dans ce bateau-là. Ça n'a aucune importance. Bon, encore une fois, si je fais ma nuance subjective, ITSS, maladie, c'est ça, maladie ITSS, l'hygiène, etc., je nuancerais ça, même que j'étais très en désaccord, mais c'était la pensée de Diogène, la nature, comme les animaux d'ailleurs, hein, un mâle s'en va copuler avec une femelle, et une autre, c'est le côté vraiment naturel, encore une fois, du cynisme. En tout cas, il y avait un contexte. Le mariage et les enfants chargent d'un fardeau supplémentaire de peine la faiblesse humaine. En tout cas, ceux qui en sont venus à se marier et à élever des enfants dans l'espoir de trouver un secours, quand ils se rendent compte après coup que ces situations apportent encore plus d'ennuis,
sont saisis de regret alors qu'il leur était possible dès le début d'éviter ces erreurs. Donc, ça c'est un certain anti bon pour faire les enfants là. Parce que certains, disons, c'est d'une certaine perspective spécifique, c'est que certains pensent qu'il y a probablement du monde pas trop heureux en général, qui pensent qu'ils vont être plus heureux avec une famille, alors qu'ils s'aperçoivent qu'une famille, c'est on a besoin d'argent, on a besoin de nourrir les enfants, on a besoin de s'occuper de sa femme, ça fait plus de responsabilités, alors que des gens s'attendaient qu'elle allait être plus heureux, tandis que, selon Diogène, pas selon moi, la famille et faire des enfants amène beaucoup plus d'ennui que de bonheur. Quand on l'interrogeait sur l'angoisse de rester sans descendance, sans enfant pour sa vieillesse, comme on cultive des poires pour la soif, Diogène répondait « Sois sans crainte, comme progéniture, je laisse derrière moi des victoires olympiques. » Et en ce 20e siècle finissant, on parle toujours des enfants de Diogène. Vous comprenez? On parle des enfants de Diogène qui sont les cyniques. Alors lui, ses enfants, et sa vie qui va rester, entre guillemets, c'est ses livres, c'est sa philosophie, c'est ses écrits, sa philosophie, ses enfants, c'est les cyniques, tout simplement. Donc, j'achève le livre. Mieux encore, ok, on va dire le contexte, ok, je vais commencer par là. Il faut plutôt emboîter le pas au cynique quand il invite à une nouvelle façon de pratiquer la philosophie. Lisons Nietzsche. Il semble brosser un tableau juste de l'état de fait. La dignité de la philosophie est foulée aux pieds. Il semble qu'elle soit devenue elle-même une chose ridicule et sans importance, en telle sorte que tous ses vrais amis ont le devoir de protester contre cette corrosion et de montrer à tout le moins que seuls sont ridicules et sans importance ces faux serviteurs et ces indignitaires de la philosophie. Mieux encore, ils devront démontrer eux-mêmes par leurs actes que l'amour de la vérité est une force redoutable et puissance. Faut-il ajouter quoi que ce soit à ce constat nietzschéen? Ils devront démontrer eux-mêmes par leurs actes que l'amour de la vérité est une force redoutable et puissante. C'est-à-dire que les personnes qui critiquent la philosophie, critiquez-la. Mais vous devez aussi critiquer la sagesse, critiquer l'amour de la vérité, de la connaissance et de la sagesse. Vous devez aussi, c'est ça, critiquer cette vérité qui est redoutable et puissante. Comprenez? Alors, si tu critiques la philosophie, tu dois critiquer la vérité aussi. Je veux dire, si tu parles vraiment contre la philosophie en général, tu dois la critiquer sur toutes ses sphères, alors que des sphères qui sont vraiment puissantes comme la vérité et la sagesse. Alors, quelques petites phrases encore. Les religions fonctionnent à la haine de la vie et au nihilisme. Elles s'appuient sur le dégoût, puis invitent à devancer la mort pour mieux l'installer au cœur de la vie. 3 monothéismes. Donc, pulsion de mort, vous avez compris, là. Il sait que le métier des armes oblige à la violence, à la rapine, à la perfidie et à une foule d'autres vices qui font nécessairement de l'honnête homme un méchant. Donc l'épée, à l'époque, faisait un homme un méchant, entre guillemets. Mais le Florentin sait qu'il s'agit d'un mal nécessaire de faire la guerre. Il entreprend d'enseigner la chose guerrière, éloge de la discipline, de l'obéissance à n'importe quel ordre. Ça aussi, ça peut avoir une importance dans la vie. De l'ordre, de la discipline. Ce côté de l'ordre, justement, de la discipline, disons le côté soldat, à laquelle d'ailleurs que je suis en train d'écrire mon texte philosophique, en gros, métaphoriquement, le philosophe soldat, ok, ça c'est ma philosophie, d'accord, bon, oui, je me suis inspiré, mais j'ai quand même pris des mots, je les ai mis ensemble avec mon intelligence pour écrire un texte que j'écris très tranquillement parce que ça prend beaucoup de connaissances et d'idées, et à tous les jours,
plusieurs idées me viennent. Et en gros, c'est une philosophie de base qui doit faire en sorte que l'être humain doit travailler sur son surmoi, soit ton propre parent, comme dirait, je me souviens plus quel philosophe, mais en tout cas, je crois que c'est dans... Non, je me souviens vraiment plus, mais soit ton propre parent, aie de l'ordre dans ta vie, sois discipliné, ait un équilibre de vie, etc. Ça serait mon futur texte, ben, la base très brève de ma future philosophie que je vais vouloir élaborer, parce que ça allait en lien avec ce qu'on venait de voir, ce que je venais de lire. Toute référence à la morale bourgeoise ne ferait que ralentir le mouvement de l'histoire qui va dans le sens de la libération des peuples. Invoquer la compassion, c'est se faire contre-révolutionnaire. Invoquer la compassion, c'est se faire contre-révolutionnaire. Car est permis tout ce qui mène réellement à la libération des hommes. Alors vraiment, éloge de la liberté, progression de cette liberté par les cyniques. Alors, j'espère que ça a été clair, que vous avez aimé ma synthèse du livre Michel Onfray, Le cynisme, avec notre ami Diogène de Sinope, Diogène le cynique. C'est ça, pour faire une certaine conclusion, là, le cynique, je pense que je l'ai bien expliqué. En gros, ça se définit à ça. Vraiment, une pensée, rien à foutre de ce que les gens pensent, rien à foutre des mœurs, rien à foutre de la morale, disons, de la collectivité. À la limite, rien à foutre des lois. Je jouis, pour moi. Il y a un certain égoïsme un peu là-dedans dans le cynisme. Je jouis pour moi, pas pour les autres. Je fais ce qu'il me tente et je vis selon la nature par impulsion universelle et un lien avec un certain Dionysos à travers l'être. Vraiment, là, les cyniques en ont rien à foutre en une phrase. Je sais que je l'ai répété. Mais en une phrase, voilà, les cyniques n'en ont rien à foutre. Ils vivent pour jouir et être propres et en cohérence avec leur propre nature, la nature humaine. Alors, merci de m'avoir écouté. Je pense que ça a été pertinent. J'espère que je suis clair. Il n'y a quand même aucun support visuel à part ma bouche. Si vous regardez la vidéo visuellement. Vraiment, là, si la philosophie vous intéresse, vous devez absolument vous intéresser à l'individu qui est pour moi un sage du nom de Diogène de Sinope. Vraiment, c'est un prérequis très très sage, cet homme. Comme je l'ai dit, l'homme le plus marginal ou un des plus marginaux de l'histoire, de notre histoire, tout simplement. Alors, merci de votre attention. Je vais faire d'autres vidéos de philosophie. Je vais faire d'autres vidéos des nootropiques, les smart drugs. Alors, vraiment, je vais faire de plus en plus de vidéos. D'ailleurs, je vais en faire beaucoup dans ma vie. Je vais faire des centaines de vidéos dans ma vie. Uniquement de connaissances. Uniquement de connaissances. Probablement, du moins en grande partie de connaissances. Alors, vous regardez. Si les autres vidéos vous intéressent, vous les regardez. Alors, merci pour votre attention. Bonne fin de journée.